Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, Alexandre, donc on est toujours dans les lendemains de cette annonce de M. Trudeau, le TGV. Mais là, hier, au collègue Pierre-Olivier Zappa, le grand patron là, chargé de Alto maintenant, c'est comme ça que va s'appeler le TGV canadien, a fait une révélation qui fait du bruit aujourd'hui. Ben, je comprends. Donc, et ça a été très, très habile de la part de Pierre-Olivier Zappa de l'amener sur ce terrain-là. Donc, Martin Imblot, qui est président-directeur général d'Alto, donc ce projet-là, dont a été question hier, annoncé en grande pompe par M. Trudeau. Hein, vraiment, est-ce que ce sera un des legs de M. Trudeau? Maintenant, ce qui retient l'attention, c'est est-ce que ce gros projet d'infrastructure-là au Canada pourrait être fabriqué à l'étranger? Alors là, le PDG d'Alto a dit qu'un appel d'offres va être lancé à l'international pour fabriquer le matériel roulant. Alors, ça nous rappelle un peu les trains pour le REM, entre autres, mais que le reste, par exemple, notamment, les rails, tout ça, on a tout ce qu'il faut, on a l'acier, on a le cuivre aussi pour certains fils d'ici, mais pour le matériel roulant, on irait quand même à l'extérieur. On se souviendra que la Caisse de dépôt du Québec avait boudé Bombardier Transport pour fabriquer le matériel roulant du REM, avec tous les problèmes en hiver qu'on connaît. C'est Alstom qui a été choisi par la Caisse de dépôt. Par contre, M. Imblot assure que le choix du fournisseur pour le matériel roulant de ce grand projet d'infrastructure, probablement le plus grand de l'histoire moderne du Canada, va se faire dans le but de permettre un service de train à grande vitesse qui va perdurer. Maintenant, on sait que là, il y a à peu près un 4 milliards qui a été annoncé hier à un consortium pour vraiment une phase de développement. Là, c'est-à-dire le trajet va être où, on va mettre les stations où, ce sera quoi l'échéancier. On ne s'est pas avancé sur l'enveloppe globale. Exact. Non, puis le coût global aussi. Est-ce que ça va être au-delà de 100 milliards? Je te fais entendre les commentaires, Mario, de Martin Imblot, président-directeur général d'Alto. On aura besoin de 4-5 ans de développement. Et c'est là qu'il faut prendre notre temps pour éviter que ça dérape plus tard. Et dans 4 ou 5 ans, on saura, on construit quoi, où, combien en détail. Avant ça, ce serait prématuré d'avoir des échéanciers définitifs. Ça nous donne une idée combien l'annonce de M. Trudeau hier, c'est pas grand-chose. C'est une conférence de presse de relations publiques pour annoncer que tu débloques des budgets, tu les donnes à un consortium pour travailler le design d'un projet pour dans 4-5 ans. Ceci dit, moi, à une époque, là, j'étais en politique, on parlait de ça, qu'il fallait développer des trains, en général, là, du transport en commun, des tramways. Et tous les politiciens, là, tous partis confondus, puis je m'inclus, on disait, oui, mais tu sais, le train, en plus, on en fabrique. Des autos, on n'en fabrique pas, mais des trains, on en fabrique chez nous. Et depuis le jour où on en fait, le REM, tu viens de le nommer ben là, on les fait plus chez nous. Donc, on se vantait de faire des trains à une époque où on ne développait pas de trains. Et depuis que, concrètement, on met des milliards pour mettre des trains sur le terrain, mettre des trains en opération, là, c'est comme si on n'en fabrique plus. On n'est plus capable, on n'est plus bon. Puis dans le cas du TGV, si tu dis c'est le projet d'infrastructure d'une génération, le plus grand de l'histoire du Canada, bien là, excusez-moi, mais c'est l'occasion de développer ou d'enrichir une industrie. Tu sais, si t'as une occasion d'enrichir une industrie locale, quasiment de la créer de toutes pièces. Ça m'a vraiment, surtout dans le contexte présent de tout ce qui se dit avec les Américains, ça m'a étonné qu'on dise pas au moins qu'il y a un objectif là, de renforcer l'industrie locale, de l'encourager, qu'on n'ait même pas ça comme minimalement un des buts, là, un des objectifs. Ceci dit, je vais juste faire une remarque sur les... Parce qu'il y a des gens qui y croient. Moi, je suis sceptique, dans le sens, je suis sceptique de l'annonce de Justin Trudeau. Je pense qu'on doit avoir un jour un TGV au Canada. Mais il y a des gens qui semblent pas du tout y croire puis qui ont comme l'impression que c'est futuriste ou que c'est ça. Là, je suis obligé de dire à ceux-là, le Japon a inauguré son premier TGV en 1964. Oui, alors au contraire, c'est pas futuriste, on est sur un moyen temps quand on voyage. La France a inauguré son premier TGV en 1981. Au Canada, si tout allait bien dans ce qui a été annoncé hier, on roulerait dans notre premier TGV en 2039. On parle de 15 ans, ça c'est le meilleur scénario. Fait qu'on serait quasiment un siècle en retard. C'est fascinant. Fait que les gens qui ont l'impression que c'est futuriste, complètement flyé, complètement sauté, pas réaliste, dans d'autres pays,
comparables aux nôtres au niveau technologique. On roule dans des TGV depuis des décennies et des décennies. Fait que voilà. Ça nous permettrait de faire, Toronto-Montréal en 3 heures au lieu de 5 heures, 6 heures. Et Montréal-Québec en 1h30 au lieu de facilement 3 heures, 3h30, parce qu'il faut laisser passer des trains de marchandises sur les rails en ce moment de Via Rail. Et si on fait la comparaison avec l'avion, l'avion, évidemment, c'est plus rapide encore, mais c'est beaucoup moins compliqué le train. Ça t'amène de centre-ville à centre-ville. Si tu descends du train, tu t'en vas prendre un taxi. Oui. Je veux dire, tu passes pas à travers un système de sécurité. La sortie de la gare, c'est quelque chose de très... Tu débarques du train, tu sors, tu t'en vas. T'as pas besoin d'arriver 3 heures d'avance, puis c'est confortable. Non, au départ, donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple, évidemment. Nouveau sondage léger, celui-là est diffusé dans le National Post. Et là, c'était 2 sondages en un. Il y en a un avec les intentions de vote actuelles, avec M. Trudeau, encore chef du Parti libéral. Mais le vrai sondage, c'est quand on insère le nom de Mark Carney. Oui. Et là, ça fait bouger les planètes. Ah, totalement. Puis d'aplomb à part ça. Là. Donc, sondage léger National Post qui confirme cette tendance-là. Donc, 39% des électeurs choisiraient le Parti libéral du Canada si Mark Carney était en tête de ce parti-là. Et Pierre Poilievre et les conservateurs demeurent premiers, mais avec 40% des appuis. Là. Et puis, 39-40, c'est la marge d'erreur. C'est extrêmement serré. Mais 39-40, c'est un gouvernement libéral. À cause du vote concentré des conservateurs en Alberta, qui ne donne pas plus de sièges. Tu gagnes avec des majorités de fous, mais c'est toujours juste un siège. 39-40, c'est un gouvernement libéral minoritaire, faible, mais c'est un gouvernement libéral. Oui. Puis, tu sais, le vote du NPD s'est complètement effondré. On voit cette tendance-là aussi dans les chiffres au Québec. Et ça, c'est pas des bonnes nouvelles aussi pour Yves-François Blanchet et le Bloc québécois. Les libéraux font une remontée spectaculaire. Premier, 34% dans les intentions de vote au Québec sous Mark Carney. Le Bloc, 28%. Et lorsque les conservateurs sont uniquement 3e, 22%. Et quand je vous dis que le NPD, son vote s'est effondré, c'est vrai au fédéral, mais c'est vrai au Québec aussi. Seulement 4% au Québec pour le NPD. Ouais. En rappelant que Jagmeet Singh avait le doigt sur le bouton au mois d'octobre, au mois de novembre, pour déclencher des élections, alors qu'il était nez à nez avec les libéraux de Justin Trudeau. Et là, va peut-être voir, écoute, avec des chiffres comme ça, le NPD va être menacé de disparition. Peut-être pas comme parti, mais comme groupe parlementaire reconnu à la Chambre des communes. Il y aura peut-être même plus le nombre de sièges là, pour avoir la reconnaissance officielle à la Chambre des communes. Bon, le REM, on a une solution ce matin pour le REM. On a mis des autobus en place. Est-ce qu'ils seront nécessaires à cette heure-ci? Est-ce que ça fonctionne bien? La réponse est non. Il y a un autre problème technique sur le REM, un message sur les réseaux sociaux. Isabelle rit. Non, mais à chaque jour, il y a une péripétie. C'est parce que hier, sincèrement, ça s'est passé... J'ai vraiment posé la question. J'ai eu un flash de mon petit hamster dans le cerveau. Il a dit on n'a pas parlé du REM. Et j'ai lancé la question à Alexandre. Il dit non, il ne marche pas le REM. Alors là, donc ce matin. Bon, il y a eu un autre problème technique, si bien que le premier train au départ de la gare centrale est parti en retard. Il devait partir vers 6 heures ce matin. Alors, c'est encore une fois un problème. On l'indique, au moins on communique mieux là, du côté du REM, on communique mieux, mais si bien que là, il y a eu cette rencontre aussi un peu plus tôt cette semaine avec la ministre des Transports, responsable également autour de la table qui était notamment, Alstom, tout. Mais on a l'impression que tout le monde se lance un peu la balle dans ce dossier-là, mais on est quand même arrivé avec un plan. Là. Ce matin, il y a une dizaine d'autobus supplémentaires qui sont déployés en soutien au REM pour faciliter les déplacements entre le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud. Ça, ce sera une mesure qui va être mise en place parce que dans les heures de pointe. On présume que ça ne marchera pas. Ben oui. Puis, écoute, as-tu imaginé le coût de ça? Parce que mettons que le REM fonctionne normalement. Ce qu'on peut encore espérer, je suppose qu'un matin... une journée sur 2. Ben oui, mais mettons qu'un matin comme ça, par accident, le REM, tout fonctionne bien. Ça veut dire que t'as 10... Mais pour vrai, t'as 10 chauffeurs d'autobus qui jouent à Tetris sur leur selle. Non, mais... Ben, tu sais, c'est un vote de non-confiance. Ben non, c'est sûr, c'est un vote de non-confiance. Là. C'est une solution temporaire, nous dit-on, jusqu'à ce que le REM règle ces problèmes techniques qui sont en cours. Alors, des services de navettes qui vont permettre de relier la gare centrale avec Brossard, l'île des Sœurs, la station Panama également. Et ces navettes-là vont pouvoir circuler exceptionnellement sur la voie réservée du pont Samuel de Champlain. Mais il me semble que tout ça, c'est un système qui fonctionnait très, très bien avant l'arrivée du REM. Ouais. Et là,
paf, l'hiver est venu chambouler tout ça pour une deuxième année de suite. C'est surprenant, un hiver au Québec. Oui, je sais, ça arrive pas souvent. Ouais, c'est rare. C'est ça qui a déjoué tout le monde. La compagnie Delta qui offre maintenant un dédommagement aux 80 passagers là, du vol qui a connu un accident à l'aéroport Pearson. 30 000 $. C'est un porte-parole de l'entreprise qui a assuré que ce geste-là n'était assorti d'aucune condition, n'a pas d'incidence non plus sur les droits des passagers. C'est vraiment donc un dédommagement de 30 000. Rappelons un peu les faits. Là, c'est cet appareil de la compagnie Delta qui a vraiment raté là, l'atterrissage, heurté de plein fouet le tarmac de l'aéroport de Toronto. L'appareil s'est enflammé, s'est retourné par la suite sur lui-même et ça a donné ces images qui ont fait le tour du monde où on voyait finalement l'appareil retourner complètement et l'évacuation aussi de passagers qui a été filmée. C'est pratiquement miraculeux qu'il n'y ait pas eu de décès dans cette histoire-là. Il y a eu une vingtaine de blessés, mais il n'y a personne qui n'a perdu la vie. Alors maintenant, c'est un dédommagement offert par Delta. Je suis pas capable de répondre à la question, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup 30 000? Parce que d'un côté, mettons que tu es dans les gens pas blessés, ben là, tu peux résumer ça à dire, il m'est rien arrivé. Puis là, je mets rien arrivé entre guillemets, parce que là, tu peux avoir un traumatisme, peur de prendre l'avion pour le reste de ta vie, ou peu importe, mais bon, t'en es sorti indemne, là, tu t'es fait brasser, puis là, tu reçois 30 000, fait que tu peux être à la limite content, de dire, bon, 30 000 ça se prend. Mais en même temps, tu dis, pour un tel événement, un tel gâchis, il y a un côté où tu dis, c'est peut-être du change, 30 000 tu te lançais dans une poursuite contre la compagnie aussi. Puis, est-ce qu'il faudrait attendre l'enquête, là, tu sais? Moi, si j'étais, je disais, est-ce que de l'enquête pourrait démontrer une responsabilité, une négligence? On a mis un pilote trop inexpérimenté ou il y a eu un problème mécanique qui aurait pu être prévenu? Tu sais, l'enquête pourrait démontrer quelque chose où moi, comme passager, je dirais non, là, comme compagnie, si t'as niaisé, tu me dois plus, ce que tu m'as fait vivre, tu me dois plus que 30 000. J'ai regardé ça ce matin. On s'entend que c'est pas 20 $, c'est un vrai montant à 30 000, mais est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Pour l'ampleur de ce qui a été vécu, j'ai un peu de misère à trancher. Évidemment, s'il le donne, si je comprends dans ta nouvelle, s'il le donne en disant que tu gardes tous tes recours futurs, ben là, t'encaisses le 30 000. C'est ça. C'est pas assorti à aucune condition. Si on te fait pas signer une décharge comme quoi tu renonces à tes droits futurs. par exemple. Ouais. Là, c'est sûr que tu te poses pas la question. Tu prends le 30 000 puis tu dis on verra le reste après. Tu veux nous faire le point sur le déneigement à Montréal? Oui, on continue de suivre ça. C'est pas terminé, hein? Non, c'est pas terminé. On est à peu près à 20 % de chargement de neige là, sur le territoire de Montréal, selon les derniers chiffres là, disponibles. Il y aura un point de presse aujourd'hui du directeur général de l'Agence de mobilité durable et du porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Hier, c'était la mairesse Plante qui est sortie pour la première fois en point de presse. On l'avait très peu vu dans les derniers jours depuis le début de cette tempête-là. Elle a lancé des messages aussi de prévention pour aider aussi ces opérations de chargement-là qui ont été chiffrées. Là. Pour la première fois hier, on a à peu près un aperçu de ce que ça va coûter. Là. C'est 50 millions $. C'est quand même énorme. Là. C'est de l'argent quand même qui avait été budgété, mis de côté. C'est le nombre... Bon, l'opération de déneigement, les rues ne s'allongent pas à Montréal, mais c'est le nombre de camions. M. Sabourin disait que présentement, à certains endroits où il y a vraiment beaucoup de neige, on remplit le camion, on remplit le 45 pieds en moins de 60 secondes. C'est incroyable, là. Fait que, tu sais, ça en prend-tu des camions? Avec la souffleuse se promène, là, ça en prend-tu des camions pour fournir? Parce que c'est quand même assez loin et assez long à les vider, à les décharger. Ça donne une idée de l'ampleur de l'opération. Bon, c'est lancé. On en parlait hier matin. Jean Boulet a déposé son projet de loi et les syndicats qui réagissent vivement défendent leur droit absolu de faire la grève. C'était à prévoir quand même un peu cette réaction-là de la part des syndicats face au projet de loi 89 qui permettrait au ministre Jean Boulet de essentiellement limiter la durée des conflits de travail, que ce soit des grèves, des lock-outs, de forcer un arbitrage exécutoire si jamais les deux parties n'arrivent pas à s'entendre après 15 jours. Et tu parlais des réactions, notamment la présidente de la CSN, qui, selon elle, c'est carrément pas constitutionnel ce que Jean Boulet est en train de faire. Elle croit qu'il existe d'autres moyens pour limiter la durée des conflits de travail, comme par exemple de négocier. Donner aux syndicats ce qu'ils demandent. Et voilà, négocier de bonne foi. Rapidement aussi, ça aiderait à limiter les grèves selon d'ailleurs, elle. c'est la même position que Trump par rapport à l'Ukraine. Si on donnait à Poutine tout ce qu'il demande, ce serait réglé. On aurait évité cette guerre. Ben oui, d'autant plus que Volodymyr Zelensky est un dictateur, selon le président Trump. Donc, c'est pareil.
pareil. Là. Si on donnait aux syndiqués ce qu'ils demandent, on n'aurait pas de grève. Puis, on parle pour rien. Ah, c'est sûr, vu de même. Mais et la présidente de la CSN est catégorique. Il n'y a personne qui fait la grève là, pour le plaisir. C'est vraiment un dernier recours, mais je te sens très sceptique, Mario, si je me fie à ton faciès. Je respecte ça qu'ils disent que c'est un dernier recours. C'est quand même un dernier recours, à mon avis, qu'on a beaucoup trop utilisé ces derniers temps et où on a perdu la perspective des dommages causés à la population, de la prise en otage de grands nombres de groupes dans la population, de groupes vulnérables. Je trouve que le titre du projet de loi là, qui dit essentiellement que dorénavant, on va prendre en compte les besoins de la population. Je trouve qu'on a donné au projet de loi un titre bien simple, mais bien parlant. Isabelle, on vient d'apprendre le retour d'une émission estivale pour le prochain été. Oui, ce sera le retour de Sucré-Salé. Mélanie Ménard sera de retour d'ailleurs à l'animation. Elle s'est servi de la neige pour en faire une vidéo. Avez-vous hâte à l'été? Moi, oui. Ce sera donc sa 3e année. L'émission sera de retour en ondes le 19 mai, du lundi au vendredi. C'est toujours après le TVA 18h, donc à 18h30. On ne connaît pas encore l'identité des collaborateurs, mais ça s'en vient. J'avoue que c'est comique, sa pub là, dans la neige, dans la poudrerie, dans la neige jusqu'aux genoux pour annoncer Sucré-Salé avec le nez rouge. Puis ça marche. Ça fait le travail. Puis les commentaires de Mélanie à l'animation aussi sont bien positifs. Elle a apporté sa couleur après Guy Jodoin et Patrice Bélanger. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Il y a du hockey ce soir? Ah, il y a du hockey ce soir. Et moi, j'ai tellement hâte. Tu sais, regardons là, dans les dernières années, on a tous des souvenirs de confrontation. Moi, je me rappelle encore l'équipe canadienne aux Olympiques. Ou quoi que ce soit. Le Golden Goal de Sidney Crosby. Là. Oui, mais là, ce qu'on va vivre ce soir à 20h à TVA Sport, ce sera vraiment le point d'orgue de ce tournoi-là qui aura vraiment mobilisé tout le monde, surtout dans le contexte actuel de guerre économique avec les États-Unis. Alors, ce soir, Canada, États-Unis, c'est à Boston. On se souviendra que les Américains avaient remporté... Est-ce que tu as reçu la liste de tous les spectateurs qui vont être présents au TD Garden? Est-ce que le président Trump sera là? Il a été invité, en tout cas, par l'équipe américaine. Il n'est pas confirmé, là. C'est ça, reste à voir. Il n'y a pas... RSVP, là, il n'y a pas encore... Oui, il est allé au Daytona 500, il est allé au Super Bowl. Ouais. Mais ce qui va être intéressant à surveiller dans cette confrontation-là, cette finale-là, rappelons que les Américains avaient battu les Canadiens à Montréal là, lors des matchs précédents, donc 3-1. C'est l'équipe américaine qui est un peu amochée au niveau des blessures. Là. Il y a toute la question de Charlie McAvoy, qui est un défenseur étoile américain. Il a été hospitalisé plus tôt cette semaine, ne pourra pas disputer la rencontre. Puis là, on se disait, qui va le remplacer? Le nom de Quinn Hughes était ressorti, mais il ne sera pas en mesure de joindre le club à Boston. Ce sera donc, semble-t-il, Jake Sanderson qui va remplacer Charlie McAvoy, mais il y a d'autres joueurs clés des Américains qui vont être peut-être ralentis par les blessures. C'est le cas d'Austin Matthews au haut du corps, Matthew Tkachuk blessé au bas du corps, Brady Tkachuk qui avait quitté la rencontre lors du match précédent contre la Suède. Il avait chuté, entré en contact avec le gardien. Ces joueurs-là, eux, devraient être en uniforme ce soir, mais jusqu'à quel point ils seront ralentis alors qu'ils avaient joué un rôle clé lors de la dernière rencontre contre le Canada. Va être à surveiller et à suivre. TVA Sport 20h. Mais je dois avouer que si jamais le Canada remporte le match et que le président Trump est sur place, j'implore les caméramans de nous montrer sa face au moment du but gagnant.